Ma sœur m'a envoyé un texto, ne te donne pas la peine de venir à mon mariage. Je ne veux pas que tu gâches ma journée. J'ai répondu, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, chacune s'occupe de ses affaires, la succursale est autonome, la dette de 790 000 € est ta responsabilité, rend la déesse. J'ai ajouté une dernière ligne, et sois sorti de ma maison d'ici la fin de cette semaine. Ce matin-là était comme n'importe quel autre alors que j'étais assise dans mon studio de design au centre-ville de Lyon. Je suis Pascal, en train de travailler sur les maquettes pour le projet d'image de marque d'un client, avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Mon téléphone a vibré sur le bureau, son écran s'allumant avec un long message de ma jeune sœur. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était une autre mise à jour rapide sur les préparatifs de son mariage, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir immédiatement. Le message disait, « Ne te donne pas la peine de venir à mon mariage. Je ne veux pas que tu gâches ma journée. » J'ai fixé l'écran, le relisant plusieurs fois pour m'assurer que je n'avais pas mal compris. Les mots étaient froids, directs et empreints d'une attitude qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle les pensait tous. C'était censé être son jour, et apparemment, je n'y avais plus ma place. Le choc m'a d'abord frappé, vif et inattendu, mais en quelques instants, il s'est transformé en quelque chose de plus calme, de plus résolu. Je n'ai pas hésité longtemps. Mes doigts ont glissé sur le clavier tandis que je tapais ma réponse, en gardant un ton parfaitement neutre. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, chacune s'occupe de ses affaires. La succursale est autonome. La dette de 790 000 € est ta responsabilité. Rend la déesse. J'ai fait une pause d'une seconde, puis j'ai ajouté une dernière ligne. Et sois sorti de ma maison d'ici la fin de cette semaine. J'ai appuyé sur envoyer sans y réfléchir à 2 fois. Le message a été délivré. Aucun suivi, aucune explication, aucun retour en arrière. Avant de continuer mon histoire, dites-moi honnêtement, si votre propre sœur vous envoyait un message comme celui-là, que feriez-vous ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis absolument tous. Dès ces premières années de l'âge adulte, la vie a semblé me pousser à assumer plus de responsabilités que la plupart des gens de mon âge. Juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire en design graphique, mon travail en freelance a décollé assez rapidement pour me fournir un revenu stable. Et peu de temps après, je suis devenu le principal soutien financier de la famille sans que personne n'ait à le demander. Au début, cela ne me dérangeait pas, car je voulais sincèrement que les choses se passent bien pour tout le monde, surtout pour ma jeune sœur, Chloé, qui semblait toujours recevoir une attention particulière de son entourage. Mes parents montraient un favoritisme évident envers Chloé à travers les cadeaux plus chers qu'ils lui achetaient pour les anniversaires et les fêtes, ainsi que des éloges constants pour de petites réussites qui passaient souvent inaperçues dans mon cas. Ils me rappelaient fréquemment de « laisser couler » quand il s'agissait d'elle, présentant cela comme mon devoir de sœur aînée de faire de la place pour ses besoins. Chaque fois que des désaccords mineurs survenaient entre nous, maman et papa intervenaient rapidement pour arranger les choses en faveur de Chloé, soulignant que je devais comprendre sa position puisqu'elle était la plus jeune qui naviguait dans la vie. J'ai volontairement couvert l'intégralité des frais de scolarité de Chloé sans jamais poser de conditions, espérant simplement qu'elle se construirait un avenir solide sans les difficultés que j'avais rencontrées à mes débuts. Au-delà des frais de scolarité, je me suis occupé de ses fournitures scolaires et même de son argent de poche pendant ces années, considérant cela comme un investissement dans la stabilité globale de notre famille. Chloé s'est habituée à recevoir de ma part des frais de subsistance mensuels ainsi que d'autres aides chaque fois qu'elle le demandait, exprimant rarement une profonde gratitude ou montrant beaucoup d'initiative pour prendre son indépendance. Elle traitait ce soutien comme quelque chose de naturel, comme un arrangement continu qui nécessitait peu d'efforts de sa part pour être maintenu. À mesure que ma clientèle s'est élargie et que les projets sont devenus plus lucratifs, le flux financier a continué sans interruption. Chloé mentionnait avoir besoin de fonds pour des voyages scolaires avec des amis ou pour l'entretien de sa voiture, et je transférais l'argent rapidement, croyant que cela évitait des problèmes plus importants à l'avenir. Quand j'ai finalement économisé assez pour acheter une maison spacieuse à Lyon après plusieurs années de travail constant, j'ai immédiatement invité Chloé à emménager avec moi pour qu'elle puisse éviter les loyers élevés de la ville. L'arrangement semblait pratique à l'époque, lui permettant de se concentrer sur son emploi de débutante tout en partageant une maison confortable. Vivre ensemble a rendu l'aide financière encore plus directe puisque les charges, les courses et les réparations de la maison relevaient principalement de mon budget, mais je voyais cela comme un moyen de garder la famille proche tout en allégeant son fardeau. Maman et papa appelaient régulièrement pour prendre des nouvelles,
et leur conversation revenait souvent à m'encourager à continuer de veiller sur Chloé parce qu'elle était encore jeune et avait besoin des conseils de quelqu'un de plus expérimenté comme moi. Il le formulait avec douceur mais persistance, indiquant clairement qu'il s'attendait à ce que je priorise sa stabilité par-dessus tout. Au fil des ans, ce schéma s'est solidifié sans grande discussion. Chloé contribuait rarement aux dépenses du ménage au-delà de petits gestes occasionnels, et mes parents continuaient de renforcer l'idée que la soutenir était simplement ce que font les sœurs aînées. J'ai accepté tout cela pendant toutes ces années, croyant que la famille signifiait se montrer à la hauteur sans tenir les comptes, même si l'équilibre penchait de plus en plus dans une direction sans que personne ne semble le remarquer. La dynamique semblait durable à l'époque, ancrée dans l'espoir qu'un jour Chloé trouverait ses marques et que les choses s'équilibreraient naturellement. Environ un an avant le mariage, tout a basculé d'une manière que je n'ai pas vu venir au début. Chloé a soudainement annoncé ses fiançailles avec Nicolas Dubois via la conversation de groupe familial, en postant une photo de la bague avec une courte légende qui m'a complètement prise au dépourvu, car elle ne m'avait jamais mentionné en personne fréquenter quelqu'un sérieusement. Le message est arrivé pendant une journée de travail chargée, et ma réaction initiale a été un mélange de bonheur sincère et de surprise, car elle avait choisi de partager une si grande nouvelle de manière impersonnelle au lieu d'appeler ou de passer me voir. J'ai répondu immédiatement avec des félicitations, mais sa réponse a été un simple emoji, « Merci », qui a mis fin brusquement à l'échange. Dans les semaines qui ont suivi, les réponses de Chloé à mes textos et appels sont devenues sensiblement plus courtes, souvent limitées à quelques mots ou emojis plutôt qu'aux longues conversations que nous avions l'habitude d'avoir sur la vie quotidienne. Quand j'ai demandé comment s'était passée la demande en mariage, elle a répondu par texto, « C'était parfait, juste nous », sans offrir plus de détails ni inviter de questions. Elle a cessé de raconter des histoires sur ses week-ends ou son travail, répondant par des répliques vagues qui coupaient court à toute discussion avant qu'elle ne puisse commencer. Chaque fois que le sujet du mariage était abordé en passant, Chloé a commencé à répéter la phrase « Mon mariage, mes décisions », chaque fois que j'offrais des suggestions ou posais des questions sur les plans, indiquant clairement qu'elle voulait un contrôle total sans l'avis des autres. Un soir, au téléphone, j'ai mentionné un lieu que je connaissais grâce à un événement client, et Chloé m'a rapidement interrompu en disant « Merci, mais Nicolas et moi avons déjà des idées que nous adorons. C'est mon mariage, mes décisions. » Le ton avait une dureté que j'avais rarement entendue de sa part auparavant, me laissant silencieuse au bout du fil un moment. J'ai quand même accepté de couvrir la majorité des frais du mariage sans protester, même si les demandes d'acompte pour les lieux et les prestataires devenaient de plus en plus importantes que ce qui avait été initialement discuté. Les montants se sont rapidement additionnés avec chaque nouvelle courriel des organisateurs ou chaque lien vers des tableaux d'inspiration qu'elle envoyait, mais je transférais les fonds rapidement pour que les choses se déroulent sans heurts pour elle, me disant que c'était une contribution unique pour son bonheur. Chloé a commencé à donner la priorité aux opinions de Nicolas et de son nouveau cercle d'amis, mentionnant fréquemment comment il l'avait aidé à choisir les palettes de couleurs ou les idées pour la liste des invités, tout en me tenant rarement au courant de ses choix. Lors d'une brève rencontre autour d'un café, Chloé m'a montré des photos de robes sur son téléphone et a dit « Nicolas pense que ce style est le meilleur, et mes amis sont d'accord », sans me demander ce que j'en pensais jusqu'à ce que j'aborde moi-même le sujet. Les nouvelles sur l'avancement des préparatifs arrivaient sporadiquement par le biais de messages de groupe ou de publications sur les réseaux sociaux que tout le monde voyait en même temps que moi, réduisant le sentiment de proximité que nous partagions autrefois. Le changement était graduel mais indubitable, alors que Chloé se tournait davantage vers la construction de son avenir avec Nicolas, le consultant sur chaque détail, des invitations aux options de menu. Tandis que mon rôle semblait se réduire à la gestion des paiements, les conversations sont devenues superficielles, axées uniquement sur la logistique lorsque c'était absolument nécessaire, plutôt que sur le partage enthousiaste que j'attendais de quelqu'un qui planifiait un événement aussi majeur. J'ai remarqué comment Chloé évitait les questions personnelles par des changements rapides de sujet, gardant les choses légères et centrées sur le mariage chaque fois que nous parlions. À ce stade, la distance croissante entre nous est devenue impossible à ignorer au quotidien, bien que j'ai choisi de garder le silence pour éviter des tensions précoces. Je me suis dit que les choses se calmeraient une fois l'excitation initiale passée et que prendre du recul pourrait lui donner l'espace qu'elle voulait clairement. Au fond, le changement me blessait plus que je ne l'admettais à quiconque, mais y faire face semblait risqué alors que tout paraissait encore se diriger vers une issue positive. En surface, le fossé émotionnel se creusait tranquillement chaque mois qui passait, établissant un schéma que je pouvais sentir mais pas encore nommer. Quelques mois avant le mariage, l'exclusion est devenue plus concrète, ne laissant que peu de place au doute. Je suis tombé sur un courriel de confirmation pour un lieu haut de gamme en périphérie de Lyon que Chloé avait déjà réservé et pour lequel elle avait versé un acompte substantiel,
le tout sans jamais m'en parler, même si le paiement provenait directement de mon compte. Les détails du contrat montraient des dates bloquées ainsi que des options personnalisées dont nous n'avions jamais discuté, indiquant clairement que les décisions avançaient de manière indépendante. Quand j'en ai parlé nonchalamment par texto, en lui demandant comment elle avait trouvé l'endroit, Chloé a répondu « Le cousin de Nicolas l'a recommandé et nous l'avons tout de suite adoré. Ne t'inquiète pas des détails. » Chloé a programmé plusieurs essayages de robes et réunions avec l'organisatrice de mariage aux côtés de Nicolas. Pourtant, pas une seule fois elle ne m'a invité à me joindre à eux, bien qu'elle sache que je finançais la majeure partie de ses dépenses. Je n'ai appris l'existence de ces rendez-vous qu'après coup, par des mentions désinvoltes ou des photos publiées en ligne qui identifiaient tous les autres participants. Une fois, quand j'ai demandé si je pouvais venir au prochain essayage, Chloé a répondu par texto « On est déjà nombreux avec mes demoiselles d'honneur, alors peut-être la prochaine fois. » La réponse semblait polie en surface, mais elle portait une finalité qui décourageait toute autre question. Lorsque le sujet des dépassements de budget a finalement été abordé lors de notre seule conversation directe sur les coûts, Chloé a répondu fermement au téléphone « J'apprécie l'aide, mais tu ne devrais pas trop t'impliquer dans les choix. C'est ma vision, et Nicolas est d'accord pour que nous nous y tenions. » Ces mots sont tombés avec une certitude qui a mis fin à la discussion avant que je puisse exprimer mes inquiétudes sur les chiffres qui grimpaient. Ce bref échange a marqué un tournant car, immédiatement après, Chloé m'a retiré de toutes les conversations de groupe de planification et a cessé de me transférer les devis des fournisseurs ou les mises à jour qui m'incluaient auparavant par défaut. Les discussions sur la liste des invités, les dégustations de menus et les sélections de décorations se sont poursuivies sans qu'aucune contribution ne soit sollicitée de ma part, même pour des éléments que j'avais accepté de payer d'avance. Chloé partageait son enthousiasme pour de nouvelles idées avec d'autres, mais ces conversations ne me parvenaient plus directement. J'ai senti que mon rôle de principal financeur était complètement rejeté, traité comme une ressource attendue plutôt que comme quelque chose lié à une implication significative. Les contributions semblaient considérées comme acquises, sans aucune attente de gratitude ou de collaboration en retour. Chloé a continué avec confiance dans les arrangements, supposant que le côté financier se réglerait de lui-même, comme cela avait toujours été le cas par le passé. Lorsqu'une autre facture importante est arrivée pour l'éclairage et le son, je l'ai transférée en silence, mais ce schéma a renforcé à quel point ma place dans le processus s'était réduite à un soutien purement transactionnel, tandis que l'investissement émotionnel s'était complètement déplacé ailleurs. L'influence de Nicolas est devenue visible dans chaque mise à jour partagée, des sélections de thèmes aux décisions de calendrier qui donnaient la priorité aux préférences de sa famille par rapport à des traditions de longue date que je pensais importantes. J'ai commencé à me retirer davantage en limitant mes propres questions sur les progrès, ne répondant que lorsqu'on me le demandait directement au lieu d'offrir des réflexions spontanées. Protéger mes émotions signifiait créer plus de distance, et éviter les situations où le manque d'inclusion me blesserait à nouveau. La prise de conscience que ma mise à l'écart n'était pas accidentelle mais délibérée s'est approfondie, me laissant gérer ce changement seul, sans confrontation. Le fossé émotionnel s'est creusé tranquillement chaque semaine, forgeant en moi une résolution silencieuse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un soir tard, après une longue journée de travail, l'épuisement m'a poussé à enfin affronter ce que j'évitais depuis des semaines. Je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti le dossier épais contenant tous les contrats de mariage, chacun me désignant comme l'unique payeur responsable des engagements. Les pages semblaient plus lourdes que d'habitude alors que je les étalais sur la surface, examinant les clauses et les totaux qui avaient largement dépassé les estimations initiales sans grande explication en cours de route. J'ai ensuite ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner les relevés de la carte de crédit secondaire que j'avais ajoutée pour Chloé des années auparavant, ainsi que le compte courant joint auquel elle avait toujours accès par commodité. Les transactions se sont affichées une par une, d'abord routinières, mais des schémas ont émergé qui ont immédiatement aiguisé mon attention. D'importants débits sont apparus à plusieurs reprises vers diverses plateformes de paris sportifs en ligne, des montants qui ont commencé modestement mais qui ont rapidement augmenté au fil des mois pour atteindre des sommes que je ne pouvais ignorer. Les pertes s'accumulaient sur plusieurs applications, montrant des dépôts constants suivis de retraits rapides qui laissaient les soldes épuisés à chaque fois. J'ai recoupé les dates et les totaux, regardant les chiffres grimper régulièrement jusqu'à ce que le tableau complet révèle une dette atteignant 790 000 €, répartie sur des lignes de crédit et des prêts personnels contractés d'une manière que je n'avais jamais autorisée ni connue. La prise de conscience s'est installée froidement alors que je calculais depuis combien de temps cela durait juste sous mon nez pendant que je restais concentré sur mes échéances professionnelles. Le choc a laissé place à un besoin de clarté, me poussant à prendre un rendez-vous urgent avec mon avocat, maître Laurent Moreau, dès le lendemain matin.
Dans son bureau, j'ai étalé les contrats et les relevés, expliquant la situation sans émotion pendant qu'il examinait tout attentivement. Maître Moreau a confirmé calmement, puisque tous les accords vous désignent comme l'unique signataire et source de financement, vous détenez l'autorité complète pour les modifier ou les annuler sans répercussion légale de la part des autres parties. Il a ajouté que l'achat du véhicule et tous les comptes joints suivaient le même principe, permettant une récupération complète de ma part seule. Nous avons discuté des pénalités et des délais, notant que la plupart des fournisseurs incluaient des clauses d'annulation avec des frais allant de 10% à 20% gérables par rapport à l'alternative de poursuivre. Maître Moreau a conseillé de documenter chaque étape pour ma protection, soulignant qu'agir rapidement limiterait davantage l'exposition. La conversation a duré moins d'1 heure, mais elle a changé quelque chose de fondamental en moi, les faits remplaçant l'incertitude. En rentrant chez moi, la décision s'est cristallisée sans drame ni colère, simplement un engagement ferme à protéger ma stabilité financière et mon avenir des risques que je ne choisissais plus de porter. Des années de permissivité avaient atteint une limite naturelle, et protéger ce que j'avais construit est devenu la priorité par rapport à la préservation des apparences ou à l'évitement de l'inconfort. La résolution semblait stable plutôt que soudaine, enracinée dans les faits plutôt que dans le ressentiment, guidant mes prochaines actions avec un objectif clair. J'ai passé le reste de la soirée à organiser les dossiers numériquement et physiquement, me préparant aux actions qui allaient suivre. Le poids s'est levé progressivement à mesure que le contrôle revenait entre mes seules mains, remplaçant une vague inquiétude par une concentration pratique. Il ne restait aucune illusion sur le fait de changer qui que ce soit d'autre. Le changement devait commencer et se terminer avec moi. Une semaine avant le mariage, j'ai mis mon plan à exécution d'une manière qui semblait méthodique plutôt qu'émotionnelle. J'ai commencé par le lieu principal et le plus gros forfait traiteur, en prenant le téléphone tôt le matin pour parler directement avec la coordinatrice qui avait géré la réservation. Elle a semblé surprise au début quand j'ai expliqué la nécessité d'annuler, me rappelant la compte non remboursable et la clause de pénalité, mais j'ai confirmé que je comprenais et acceptais ces conditions telles que définies dans le contrat que j'avais signé seul. L'appel s'est terminé avec sa promesse d'envoyer une confirmation formelle et une facture pour les frais dans la journée. Ensuite, j'ai contacté le service de fleurs importées spécialisé dans les arrangements élaborés que Chloé avait choisi des mois plus tôt. Le représentant a exprimé sa déception concernant les fleurs rares déjà commandées auprès de fournisseurs étrangers, mais il a traité l'annulation sans problème une fois que j'ai fait référence à la clause exacte autorisant la résiliation avec une pénalité fixe. Des conversations similaires ont suivi avec l'équipe de photographes professionnels et le groupe de musique engagé pour la réception, chaque fournisseur étant habitué aux changements de dernière minute dans les événements haut de gamme et ne nécessitant qu'une vérification de base avant d'accepter de libérer la date. Je me suis rendu chez le concessionnaire officiel cet après-midi-là pour m'occuper du DS7 Crossback acheté en cadeau mais toujours enregistré uniquement à mon nom. Le vendeur m'a reconnu de visite précédente et a paru confus lorsque j'ai demandé d'arrêter toutes les personnalisations et de récupérer le véhicule purement et simplement. Il a rapidement vérifié les documents, a confirmé qu'aucun transfert de titre n'avait eu lieu et a rempli les papiers d'annulation sans poser d'autres questions. Pendant que j'attendais dans la salle d'exposition, les clés m'ont été rendues avant que je ne quitte le parking, marquant un autre élément résolu de manière permanente. De retour à la maison, je me suis connecté au portail bancaire pour clôturer le compte joint auquel Chloé avait accès depuis des années, initiant le processus qui ne nécessitait que mon autorisation en tant que titulaire principal. Le solde restant a été instantanément transféré sur mon compte personnel, ne laissant aucun fonds partagé derrière. J'ai examiné les relevés une dernière fois pour m'assurer que chaque débit en attente était correctement traité avant de finaliser la clôture. Enfin, j'ai rédigé un courriel formel à l'organisatrice de mariage supervisant les détails restants, en joignant des signatures électroniques et en référençant tous les contrats actifs par leur numéro. Le message indiquait clairement que l'événement entier était annulé, avec effet immédiat, et demandait que toutes les factures impayées ou les remboursements soient adressés à mon attention seule. L'organisatrice a répondu en quelques heures, accusant réception et confirmant qu'elle notifierait tous les fournisseurs secondaires d'arrêter leur travail. Chaque étape s'est déroulée en quelques jours consécutifs avec un minimum de discussion ou de résistance de la part des parties impliquées. Les fournisseurs ont traité les demandes efficacement, se concentrant sur leurs procédures standards plutôt que sur les raisons, ce qui a permis au processus de se dérouler tranquillement et sans confrontation. Les pénalités se sont élevées à une somme gérable par rapport aux engagements complets, et la documentation est arrivée rapidement pour mes dossiers. Le processus m'a laissé fatigué par la coordination constante, mais soulagé par le contrôle retrouvé. Agir de manière décisive a ramené un sentiment d'ordre dans des finances qui avaient dérapé bien trop longtemps.
Aucune annonce n'a été faite à personne d'autre. Les changements ont simplement pris effet en coulisses tandis que la vie continuait normalement en surface. 2 jours avant le mariage, les répercussions ont atteint Chloé et Nicolas de manière qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Les principaux fournisseurs leur ont transmis directement des courriels et des lettres d'annulation officielles, puisque leurs coordonnées figuraient sur des documents secondaires, ébranlant les fondations même de tout le projet alors que des éléments clés disparaissaient du jour au lendemain. Les messages détaillaient les pénalités déjà traitées et les dates libérées, laissant d'énormes vides dans ce qui avait été un événement soigneusement programmé. Chloé a commencé à recevoir des appels insistants d'agences de recouvrement exigeant le paiement de soldes de cartes de crédit en souffrance et de prêts personnels qui avaient pris du retard. Les appelants mentionnaient des comptes et des montants spécifiques, pressant pour des arrangements immédiats tout en menaçant de nouvelles actions en cas de non-paiement. Le volume d'appels a augmenté tout au long de la journée, interrompant les tentatives de trouver des solutions de rechange à la dernière minute. Les lieux de secours et les petits prestataires que Chloé a contactés pour des remplacements d'urgence ont effectué des vérifications de crédit standard dans le cadre de leur processus de réservation, pour finalement refuser de nouveaux contrats une fois que le score de crédit fortement diminué est apparu dans les rapports. Les représentants ont expliqué poliment que la politique de l'entreprise exigeait certains seuils pour les acomptes importants, bloquant ainsi les solutions rapides qui auraient pu colmater les brèches. Nicolas a confronté Chloé directement au sujet de la situation financière après avoir reçu ses propres copies des avis d'annulation des fournisseurs qui avaient communiqué avec eux deux. Il a posé des questions pointues lors d'une conversation tendue, cherchant des réponses claires sur les dettes et les décisions prises sans qu'il en soit pleinement informé. La discussion a révélé des bribes de vérité qui ont considérablement modifié sa perception de leur projet d'avenir commun. Chloé a essayé de me joindre par tous les canaux disponibles, envoyant des textos, des messages vocaux et des messages sur plusieurs plateformes, implorant une explication ou un retour en arrière. Toutes les tentatives ont été rejetées ou sont restées sans réponse, car j'avais bloqué tout contact après ma réponse finale des semaines plus tôt. Le silence de mon côté est resté absolu, laissant ces messages non lus et ces appels déviés automatiquement. Léa Fournier, la cousine de Chloé, m'a téléphoné de manière inattendue cet après-midi-là, avec un ton mêlant hésitation et inquiétude. Elle a partagé des détails sur une relation précédente où Chloé avait également accumulé des dettes par le jeu et les avait cachées à son partenaire de l'époque. Léa a expliqué comment l'ex-petite amie avait découvert des comptes vidés peu avant que leur fiançailles prévue ne prenne fin brusquement, établissant des parallèles qu'elle ne pouvait plus ignorer maintenant. L'appel a fourni une confirmation de la part de quelqu'un extérieur à mon cercle immédiat, renforçant des schémas que je soupçonnais déjà sans ajouter de nouvelles colères de ma part. Léa a parlé à voix basse, mentionnant des réunions de famille où Chloé se vantait d'une sécurité financière qui ne s'était jamais matérialisée de manière indépendante. La conversation s'est terminée avec ses regrets d'être restée silencieuse plus longtemps, bien qu'elle m'ait demandé de garder la source confidentielle. Pendant ce temps, l'effondrement du mariage s'est accéléré à mesure que la nouvelle se répandait parmi les contacts communs qui recevaient des informations actualisées de la part de fournisseurs perplexes. Les questions de Nicolas sont devenues plus fréquentes, se concentrant sur la durée des problèmes et la raison pour laquelle il n'avait fait surface que sous pression. Les réponses de Chloé sont devenues défensives, luttant pour maintenir le récit de contrôle qu'elle avait projeté pendant des mois. Le dénouement rapide a laissé peu de temps pour se ressaisir, transformant ce qui aurait dû être les derniers préparatifs en gestion de crise. Les appels des agences se sont poursuivis jusque dans la soirée, chacun soulignant les conséquences immédiates des soldes impayés. La réalité s'est installée lourdement, sans aucun tampon pour adoucir l'impact. Quelques mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, la vie a repris un rythme qui semblait plus calme et plus authentique qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai continué à vivre paisiblement dans la maison de Lyon, maintenant vraiment la mienne, sans aucune obligation financière persistante envers qui que ce soit d'autre. L'espace ne portait plus les échos de responsabilité ou d'attentes partagées, permettant à des routines de se former autour de mes propres besoins et de mon emploi du temps. Mon travail de design en freelance a prospéré plus que jamais avec une concentration et une énergie renouvelées, libérées des distractions. Les clients ont augmenté régulièrement à mesure que j'acceptais des projets plus importants, et mes finances personnelles se sont rapidement renforcées en ce que les anciens fardeaux ont complètement disparu. L'épargne a recommencé à croître sans ponctions inattendues, offrant une sécurité que j'avais presque oublié être possible. Chloé a reçu l'avis d'expulsion officiel une fois que le contrat de sous-location lié à mon nom a pris fin, l'obligeant formellement à quitter la propriété qu'elle avait si longtemps appelée son foyer. Le processus a suivi les étapes légales standards, lui donnant le temps requis pour organiser un autre logement ailleurs.
Nicolas a choisi de mettre fin complètement à leur relation après avoir compris toute l'étendue des problèmes de dette et des schémas de tromperie qui avaient émergé. Sans aucun réseau de soutien restant pour couvrir ses obligations, Chloé a finalement déposé une demande de mise en faillite pour faire face à l'énorme dette accumulée qui dépassait ses options. Le dépôt de bilan est devenu nécessaire pour restructurer ou annuler ce qui ne pouvait plus être géré par des paiements réguliers ou des négociations. Les conséquences se sont déroulées de manière réaliste, reflétant les choix faits au fil du temps sans intervention des autres. J'ai maintenu un silence absolu envers Chloé, coupant définitivement tous les canaux de communication pour préserver les limites que j'avais établies. Le contact avec maman et papa a également cessé, car leur favoritisme constant envers elle rendait toute communication équilibrée impossible. La séparation s'est étendue naturellement pour les inclure, supprimant toute pression de m'expliquer ou de justifier des décisions qui donnaient la priorité à mon bien-être. Avec le recul, la leçon la plus claire est qu'aider sa famille n'a de sens que si cela inclut un respect mutuel et des limites raisonnables. La permissivité sans limite peut éroder le respect de soi et inviter à l'exploitation, même de la part des plus proches. Le véritable soin signifie parfois de s'éloigner pour protéger son propre avenir, permettant aux autres de faire face pleinement aux résultats de leurs actions. Personne ne mérite de perdre sa stabilité parce que l'amour a été confondu